Des méthodes de réseau pour analyser des dynamiques d'acteurs, mais en l'occurrence, j'ai un peu changé mon titre, d'ailleurs c'est pas très gentil pour l'organisateur. Je vais pas parler d'Australie, je vais parler vraiment d'une méthodologie que j'ai développée qui est un sous-projet à l'intérieur de mon doctorat. Donc voilà le titre qui fait office de plan également. Donc j'économise une diapo. Structure actorielle, résilience et archétype de structure résiliente. Donc je vais d'abord parler de structure actorielle, donc comment les acteurs dans une dynamique actorielle s'organisent et communiquent et forment des structures. Je vais parler de résilience, mon interprétation ou une interprétation de la résilience dans ce contexte, et d'archétype de structure résiliente d'acteurs. Et je sens que un d'entre vous qui est méthodologue va peut-être avoir les yeux qui piquent, on va voir. Ok. Donc, les structures actorielles émergentes. Les paysages humanisés peuvent être vus comme des systèmes socio-écologiques où on a donc des sociétés qui interagissent avec l'environnement et qui forment en tant que tel un système socio-écologique. Ils ne sont pas vraiment séparables. Le paysage humanisé évolue de manière conjointe avec des éléments humains et des éléments naturels. On a eu une présentation ce matin qui nous a un peu parlé de ça. C'était très pertinent et c'est typiquement le genre de situation. Donc c'est des systèmes socio-écologiques qui sont complexes dans le sens où les dynamiques ne sont pas linéaires, des actions sur les systèmes n'ont pas des réactions qui sont proportionnelles, c'est des choses très compliquées avec des émergences de patrons à différentes échelles. En tout cas, on peut laisser ça de côté pour l'instant. Systèmes socio-écologiques complexes. Dans un grand nombre de ces systèmes socio-écologiques, on le sait, on le voit dans les nouvelles de plus en plus souvent, je ne sais pas parce que ça fait plus les nouvelles ces temps-ci, mais il y a des problèmes qui sont liés à des ruptures de services écologiques à cause d'une utilisation des ressources qui ne serait pas très raisonnable. On peut penser aux pêcheries, par exemple, mais où là c'est direct, on pêche trop, il n'y a plus de poissons, on ne peut plus pêcher, donc les utilisateurs des ressources sont directement impactés par la mauvaise gestion de leurs ressources naturelles, mais ça peut aussi être émerger de problèmes, par exemple en agriculture, où on coupe, on déboise, donc on coupe et on fragmente l'habitat d'animaux endémiques. Ces animaux ne peuvent plus vivre dans le territoire, et ça pose d'autres problèmes qui sont peut-être potentiellement liés au tourisme, par exemple. Ce n'est pas des problèmes qui sont qui ont des rétroactions, directes, mais parfois par la bande, en tout cas. Donc des individus qu'on appelle des acteurs dans la dynamique actorielle, dont les intérêts sont mis en cause par ces problèmes, sont sollicités afin d'accompagner le système vers un état de meilleure durabilité. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, mais la réalité, c'est que chacun a ses intérêts, sa volonté, ses pouvoirs, et ça crée des dynamiques à l'intérieur de ça. Mais imaginons que tout le monde veut un système plus durable. C'est un gros postulat, je sais. Donc de ces interactions émergent, ce qui m'intéresse ici, c'est des réseaux émergents, donc, qui sont des réseaux de relations les uns avec les autres. Donc, à l'échelle de l'individu, il y a des interactions, partage d'informations pour essayer de régler un problème, en gros, émergence de réseaux, et c'est à l'échelle des réseaux là que je vais procéder à mes analyses. Mais il faut garder en tête qu'à la base, c'est quand même des individus qui gèrent leur vie et qui essaient d'atteindre leurs objectifs. Évidemment, comme tout système complexe, il y a des rétroactions qui créent une amplification dans le système ou alors des atténuations, mais on peut laisser ça de côté pour l'instant. Donc je vais analyser ces réseaux-là, qu'on voit ici en haut, là. Je vais les analyser par une méthode structurale qui est la théorie des réseaux. Il y a plein d'autres méthodes pour analyser ce genre de choses. On a vu ce matin, il y a des méthodes qualitatives ou des mélanges qualitatifs-quantitatifs. Il y a un professeur ici, Christopher Bryant, qui a développé un cadre conceptuel pour analyser ce genre de choses, mais de manière qualitative. Ça s'appelle le modèle de dynamique des acteurs, je crois. Oui. Il y a aussi Bruno Latour, évidemment, avec son Actor Network Theory, dont il s'est plus ou moins détaché par la suite, mais qui a été repris par d'autres, dont quelqu'un ici. En partie au moins.
Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est vraiment mesurer avec des mesures de théorie des réseaux, des caractéristiques de ces réseaux d'interaction qui puissent nous parler de quelque chose qui nous intéresse, qui est la résilience. Donc, les réseaux, pour rappel, c'est quelque chose de très simple, c'est issu de la théorie des graphes en maths, c'est modélisé avec deux objets très simples, les points et les traits, ce sont des nœuds et des liens. Donc, les points, c'est les individus, les liens, c'est l'interaction entre les individus. Et avec ce système de modélisation vraiment très simple et de niveau conceptuel très bas, on peut modéliser des choses très complexes. Notamment, on peut passer à travers toute une catégorie de mesures qui peuvent nous donner des indications sur la structure du réseau. Je vais vous nommer 3 catégories là, mais évidemment il y en a plein d'autres. La modularité, c'est très important, c'est le degré auquel le réseau est séparé en sous-réseaux. Les centralités, c'est une famille de mesures, il y a plein de centralités différentes. C'est en gros pour chaque nœud à quel point ils sont centraux selon une caractéristique donnée. Donc celui-ci est très central parce qu'il a plein de connexions qui rentrent et qui sortent de lui, donc il connaît plein de monde. Celui-ci est central selon une autre caractéristique qui est que si on le retire, il va séparer le réseau d'une certaine manière. Donc il n'a que 2 liens et pourtant il sert de communication très importante dans le réseau. Plein d'autres mesures, mais en gros c'est les mesures de centralité. Il y a les distances aussi, qui sont comment le flux se distribue à travers la structure. C'est très très important. Le flux, ça peut être très différent. Dans ce qui m'intéresse ici, c'est comment l'information ou comment la connaissance se partage dans le réseau. Donc on compte simplement, par exemple, pour passer de A à B, combien de nœuds on doit passer pour atteindre ces différents... pour traverser le réseau. On fait plein de calculs statistiques là-dessus. Et ça nous apporte beaucoup d'indications sur donc, la performance du réseau en termes de diffusion du flux. Ce que je propose de faire là, dans cette partie, c'est d'identifier des mesures structurales qui peuvent aider à évaluer la résilience de ces réseaux d'acteurs. Donc mesures structurales, c'est ce dont je viens de parler. Évaluer la résilience, là il faut que j'apporte une définition, celle de la résilience. Alors la résilience, on entend parler assez souvent. Il y a plein de définitions différentes, ou quelques grandes définitions différentes selon les domaines où on l'applique. En gros, la définition qui est celle du dictionnaire et qu'on connaît tous, c'est le degré de perturbation qu'un système est capable d'absorber tout en maintenant ses fonctions. Sous-entendu, les fonctions, c'est les fonctions qui nous intéressent pour un problème en particulier. Un écosystème ou un paysage humanisé a plein de fonctions. En général, on se concentre sur une ou 2 fonctions. Donc la résilience, dans ce contexte, c'est ça. Et cette capacité d'absorption, elle est bâtie sur 2 grandes choses en particulier. C'est la robustesse de la structure, comment la structure peut absorber sans se briser, et 2, la capacité à favoriser l'innovation afin de s'adapter à des situations changeantes, parce que les systèmes socio-écologiques sont dynamiques, les problématiques changent, et il faut que la structure soit capable de s'adapter. Donc ça, c'est une définition qui n'est pas structurale. J'ai utilisé beaucoup le mot structure, mais ce n'est pas structural. Il faut trouver des équivalents en théorie des réseaux qui puissent nous parler de cette définition. Laëlle et moi, Laëlle Parrott, c'est ma directrice de thèse, avons écrit un article, Network Theory, the Assessment of the Sustainability of Social Ecological Systems, qui est en fait une revue de littérature que j'avais commencé dans un cours de Pierre-André, en fait, cours de dynamique socio-écologique. Donc j'ai fini par publier cet article dans Geography Compass, qui fait une revue de la littérature des mesures de réseau qui peuvent nous parler de ce qu'on définit comme la résilience. Et on a réussi en gros à rassembler quelques petites choses de structurales qui nous parlent. Donc, 3 choses. 1, il faut que le réseau ait une faible distance moyenne. Donc il faut que le flux se diffuse de manière efficace pour que l'information, les connaissances ne soient pas bloquées dans une partie du réseau des acteurs et que chacun puisse profiter de la production de connaissances au final. En gros, la collaboration, c'est bien. 2, il faut un fort degré de modularité. Donc il faut que le réseau soit séparé en modules parce que
des idées innovantes émergent souvent dans les petits groupes. C'est ce qu'on lit dans la littérature. Et en termes de structure, ça se représente comme ça. Et troisièmement, il faut conserver ces bons points, A et B, malgré des perturbations. Et en théorie des réseaux, la perturbation, c'est retirer des nœuds du réseau ou des liens et voir à quel point le réseau ne tient plus en place, à quel point il se déstructure. Donc je repasse très rapidement à travers là. La distance moyenne doit être courte. Donc une structure comme celle-ci, avec beaucoup de liens, serait meilleure qu'une structure comme celle-ci. Parce que là, en moyenne, il y a très peu de nœuds à sauter pour passer de l'un à l'autre. Alors qu'ici, il y en a pas mal. Si on veut passer d'ici et ici, il faut passer 1, 2 et 3 nœuds. Ou 2 nœuds. Donc une structure comme celle-ci serait meilleure. La modularité, une structure comme celle-ci serait meilleure. Donc, différents modules, c'est meilleur que ça. Et la robustesse, une structure comme celle-ci serait meilleure que celle-là. Et là, vous avez vu la subtilité de mes diapos. On se trouve face à une espèce de dilemme structural. Donc ces mesures sont simples. Elles n'incluent certainement pas toutes les dimensions de la résilience. Évidemment, c'est quelque chose de littéralement complexe. Mais elles offrent des indications quantitatives et structurelles potentiellement intéressantes pour appuyer d'autres analyses. Donc on pourrait inclure ce genre de mesures dans une analyse plus qualitative et dire cette structure est plus modulaire que telle autre, ce genre de choses. Toutefois, deux problèmes. Un, ces mesures sont relatives. On prend une espèce de cliché d'un réseau, on fait des mesures, mais on peut les comparer à rien. Donc c'est un problème. Et deuxièmement, les trois attributs, comme je vous l'ai montré, se contredisent quelque peu. J'aurais pu le retirer ou le mettre entre guillemets pour faire un peu d'humour. En fait, ça se contredit beaucoup. Et ça pose un gros problème quand même. Donc, ces deux problèmes, j'essaie de les résoudre avec une seule roche de la manière suivante. Quand on fait des calculs de réseau, quand on analyse des structures de réseau, on utilise par comparaison souvent des modèles nuls, qui sont des modèles qui conservent certaines caractéristiques du réseau qui nous intéressent, mais qui apportent beaucoup d'aléatoires. Et le fait que ce soit aléatoire permet de nous comparer à notre réseau. Par exemple, pour comparer un réseau, on pourrait prendre un réseau qui a le même nombre de nœuds, le même nombre de liens, donc la même densité, mais dont les liens se font aléatoirement. Donc la structure est aléatoire. Et on peut voir si notre structure se compare à l'autre. Donc ça se fait couramment. Par contre, ce qui nous intéresse là, c'est de comparer notre réseau à un archétype de réseau qui serait considéré comme résilient selon les caractéristiques qu'on lui a données, c'est-à-dire faible distance moyenne, c'est-à-dire que le réseau est ramassé sur lui-même, le flux se fait très efficacement, et modulaire en même temps. Donc il a fallu que je développe quelque chose pour, oui c'est ça, un réseau qui fasse le compromis de distance, modularité et robustesse. Donc j'ai développé un modèle de réseau archétypal, donc caricatural par essence, mais quand même qui nous intéresse de cette manière, selon deux méthodes. D'abord, j'ai développé un algorithme génétique. C'est une méthode vraiment élégante. Ça marche par le principe darwinien de sélection. Donc, on met des réseaux aléatoires, on les fait se reproduire, on utilise des caractéristiques de l'un de l'autre, on utilise les réseaux les plus performants par génération. Et au bout de 500 ou 1000 générations, on se retrouve avec un réseau qui est vraiment super efficace, quoi, par le simple principe darwinien. C'est très élégant, c'est super. Par contre, ça demande des temps de calcul hallucinants. J'ai dû utiliser le supercalculateur de Calcul Québec et même là, ça patinait, ça prenait des semaines à produire un réseau. Et ce temps augmente de manière exponentielle avec le nombre de nœuds dans le réseau. J'ai réussi à atteindre que 50 nœuds, alors que ce qui m'intéresse, c'est plus dans les 130. Donc j'ai développé une autre méthode par croissance. Donc je fais croître un réseau. C'est plus simple dans l'approche, mais c'est très économe en temps. Je peux le faire rouler sur mon ordi portable et j'arrive à trouver des réseaux qui sont vraiment proches en termes de compromis, modularité, distance, sans avoir à faire appel à des supercalculateurs énormes. Donc ça nous donne ça finalement. Il ne me reste pas beaucoup de temps, il faut que je m'active.
Ça, c'est un réseau donc, qui a été produit par algorithme génétique et qui a évolué. Ses arrière grands-parents à ce réseau, c'est un réseau aléatoire, c'est-à-dire quelque chose de sans structure. Et en l'affinant de génération en génération, je tombe sur un réseau qui est très modulaire, on le voit là, les couleurs correspondent aux modules, et quand même dont la distance moyenne est très courte parce que la stratégie qui est développée, même si ce n'est pas le cas, c'est fait de manière naïve. Évidemment, ce réseau n'a pas de conscience, j'espère en tout cas. La stratégie développée pour réduire le nombre de liens, c'est de faire des grands ponts dans le réseau à partir de nœuds qui sont finalement assez anodins. Donc on a un réseau qui développe des grands ponts, qui fait voyager des grandes relations là, très, très loin dans l'espace abstrait du réseau. Ce qui fait que finalement, ça nous fait à la fois un réseau ramassé et un réseau très modulaire. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça correspond à la définition des réseaux petits mondes. Vous savez, les 6 degrés de séparation, là, j'en ai tous séparés par 6 degrés de séparation. Il y a un modèle qui a été développé et qui prédit que ça doit arriver. Il y a des modèles qui existent pour les développer, mais il y a moins de modularité, par exemple. Donc ça fait un bon compromis, je me dépêche. Pour comparer un modèle nul aléatoire qui a le même nombre de liens et de nœuds. Genre ces 3 modèles ont le même nombre de liens et de nœuds. Modèle aléatoire, aucune structure visible intéressante. Ça, c'est le vrai modèle que j'étudie en Australie, pour le coup. Donc il y a des structures qui se dessinent. Et voilà le réseau archétypique, entre guillemets, résilient, là, selon la définition que je lui ai donnée. Donc on peut commencer à faire des comparaisons, là. Oui. Donc on peut comparer modularité 0.17 contre modularité 0.32 contre modularité 0.65. C'est apparemment le maximum qu'on peut atteindre en termes de compromis. Distance moyenne 2.17, 2.05 et 2, donc celui-là est meilleur. Mais ce qui nous intéresse, c'est le rapport entre modularité et distance moyenne. Donc, le seul graphique de cette présentation, voilà comment ça fonctionne. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 graphiques différents. En abscisse, on a le nombre de nœuds qui sont retirés successivement jusqu'à ce que le réseau brise. Donc, vous savez, c'est la définition de la robustesse du réseau. En ordonnée, oui, on a le rapport entre la modularité et la distance moyenne. Donc plus ce rapport est élevé, plus le compromis est bon, en fait. Cette ligne de graphique-là, c'est quand on retire les nœuds aléatoirement. Donc on le fait plein de fois, on a des densités. Et cette ligne-ci, c'est quand on vise, quand on attaque en visant dans le réseau, et là on vise les nœuds les plus connectés. Et on voit donc que ça se réduit pas mal. Regardons très rapidement. Ok. Donc différents points de rupture, c'est ça qu'on regarde quand on regarde la robustesse des réseaux. De manière aléatoire, pour les 3 premiers réseaux, donc le vrai Air Peninsula, ça c'est un réseau construit par des entrevues, hein, à la sueur de mon front. Réseau modèle nul et le réseau résilient. On voit que le réseau résilient part de beaucoup plus haut, le rapport est beaucoup plus intéressant. Là. Il y a un vrai compromis entre modularité et distance. Par contre, on voit que le niveau de rupture est à peu près équivalent quand on retire de manière aléatoire. Quand on retire les nœuds de manière dirigée, en visant les nœuds les plus supposément importants, on voit que le vrai réseau, là, il tient en fait 3 nœuds. On retire 3 nœuds, il se disloque et il a perdu en résilience. Le modèle aléatoire tient beaucoup plus le coup, autant en fait que le modèle résilient. Le modèle résilient étant meilleur parce qu'il part de beaucoup plus haut. Donc je vous épargne plein d'analyses là-dessus, notamment ce qu'on regarde aussi, c'est la pente de ces robustesses là qui nous parlent beaucoup. C'est pas mal quand c'est horizontal par exemple, parce que les caractéristiques du réseau restent identiques pendant longtemps. Mais je laisse faire ça. Ça c'est d'autres réseaux connus, scale-free, des réseaux indépendants à l'échelle. En système complexe, c'est des réseaux connus. On voit qu'ils performent beaucoup moins bien que celui qu'on a développé. Small World, c'est les réseaux qui imitent les 6 poignées de main pour traverser le monde entier. Oui, je pourrais les comparer de manière plus efficace comme ça. Donc on voit quand même que le réseau résilient
part de beaucoup plus haut. Par contre, il n'est pas beaucoup plus robuste, il brise à peu près toujours au même endroit. Bref, plein de choses à dire là-dessus, mais passons. Pardon. Ok. Donc le réseau est évalué et comparé à un archétype de réseau résilient. Maintenant, on a quelque chose contre quoi le comparer. Même si le réseau archétypal, il est caricatural. C'est sûr que dans la nature, on ne trouvera jamais un réseau comme ça. Mais quand même, il a des caractéristiques qui nous intéressent. Des changements peuvent maintenant être proposés pour améliorer la résilience du réseau réel en disant quels sont les nœuds qui peuvent être ajoutés au réseau qui nous intéresse pour peut-être tendre vers plus de résilience. Donc, ce qui est présenté ici, c'est juste une petite partie. Je ne vous ai pas présenté la méthode pour présenter ça. Conclusion. Il est possible d'appliquer des outils issus de la théorie des réseaux pour analyser certains aspects importants de la résilience. Certains aspects importants, c'est la partie fondamentale de la phrase. Mais quand même, je soupçonne que c'est des parties pertinentes. En plus des modèles nuls, des modèles archétypiques, qui sont donc caricaturaux mais utiles dans cette situation, pourraient permettre d'évaluer des réseaux empiriques de manière absolue, entre guillemets. J'ai juste mis absolu parce que tout à l'heure j'ai mis que les mesures étaient seulement relatives. Donc on a juste un point de comparaison en fait. Cette méthode permet également de guider les décideurs afin d'améliorer la résilience du réseau. C'est tout, merci. Merci Rodolphe. On a quelques minutes pour des questions. Vraiment pas beaucoup de temps. Oui, nous, au premier cycle, on utilise quoi qui s'appelle, c'est ça, le dernier, c'est Facebook. Puis j'avais utilisé une modélisation, je ne sais pas si c'était très professionnel, mais tu sais, de tous les utilisateurs de Facebook. Est-ce que, genre, de déjà, qu'est-ce que tu en penses en termes de réseau social? Ben ça, c'est vraiment intéressant. Ben, j'en pense quoi? Oui, ça fait des belles cartes de réseau, en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a eu des analyses de fait avec la grosse base de données Facebook il y a 2 ans, je crois, donc ça a dû évoluer encore. Et on parle des 6 degrés de séparation dans le monde. En fait, c'est quelque chose qui est fait à très petit, avec un petit échantillon, là, et qui aujourd'hui est complètement remis en cause. Et sur Facebook, c'est 3, quelque chose, par exemple. Et là, c'est mesuré. Par contre, ce n'est pas des gens, la plupart du temps, qu'on connaît effectivement. Donc, c'est la définition du réseau social 2.0. C'est pas nécessairement des personnes qui existent aussi. Il y a plein de forums, je pense. Ah ouais, ok. Des entreprises, tu sais, qui pour aimer la... Ah oui, pour acheter des... Bon, en plus... Des actions. Oui. On a peut-être une autre question. Oui, Rio. C'est possible de mettre des poids sur les liens? Oui, quel absolument. serait le genre de poids que tu pourrais mettre pour, par exemple, ton étude en Australie? Ouais. Alors pour l'étude en Australie sur le réseau empirique, donc, j'ai pondéré mes liens en demandant la fréquence d'interaction entre les acteurs. Donc plus la fréquence est élevée, plus Comme le le poids nombre est de élevé. coups de téléphone par mois? Ouais, la fréquence d'interaction, genre, est-ce que vous échangez de l'information avec telle personne? Oui, à quelle fréquence moyenne sur l'année, ce genre de choses. Et donc, je donnais des exemples là pour cadrer les réponses. Oui, pour les réseaux archétypiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand je compare, je retire le poids, par exemple. Là, je ne sais pas dire à l'algorithme génétique, par exemple, de pondérer plus ou moins tel ou tel lien. Ça se peut, mais je ne suis pas capable. Merci beaucoup, Rodolphe. C'est tout. Merci à vous. Ah oui, je voulais remercier Gilbert et tous les gens qui l'ont organisé autour de lui pour l'organisation.